c'est l'occasion non seulement de s'exprimer sur ses idées, mais surtout de voir tout ce qui prépare ce premier tour. Donc pour nous, il y a deux enjeux dans ces élections. Le premier enjeu, qui est peut-être le plus urgent, c'est d'inviter la question sociale de force dans le cadre de cette campagne. Quand on dit de force, ça veut pas dire qu'elle n'est pas forcément pas discutée, mais ça veut dire que quand elle est débattue de travers, elle est débattue par des polémiques, par des petites phrases, et rarement de façon très concrète. Donc nous, ce qu'on pense, c'est que pour introduire cette question sociale de force, il n'y a pas 36 000 possibilités, il faut faire comme d'habitude, c'est-à-dire faire du bruit pour se faire entendre. Et ça implique que la mobilisation des salariés est évidemment essentielle dans les quelques semaines, quelques mois qui restent d'ici le premier tour. Et contrairement à ce qu'on nous raconte, cette période qui devrait être soi-disant une période d'accalmie sociale, nous on préconise justement que ce soit une période de turbulence sociale parce que ça aura un intérêt d'abord pour le débat politique, c'est-à-dire de ramener les choses à des trucs super concrets plutôt que la polémique du jour, plutôt que le nouveau mot du jour, plutôt que le patrimoine du candidat du jour, plutôt que le voyage d'un tel ou d'un tel, à savoir concrètement ce que proposent les gens sur l'augmentation des salaires. Est-ce que oui ou non on les augmente de 300 € comme nous on le propose et comment on le fait? Est-ce que oui ou non on légifère de façon efficace contre les licenciements? Est-ce qu'on revient sur les privatisations? Est-ce qu'on étend la protection sociale? Bref, toutes ces questions qui sont des questions super concrètes. Bon, vous le savez, je ne vais pas faire de médecin, nous depuis longtemps on milite pour l'interdiction des licenciements. C'est une idée qui apparaissait un peu dingue encore il y a 5 ou 6 ans. Je pense qu'il y a un peu que la gauche anticapitaliste révolutionnaire pour se revendiquer ça. C'est une idée n'empêche qui fait son chemin, puisque nous, derrière l'interdiction des licenciements, ça veut dire concrètement qu'on réclame pour les travailleurs et pour les pouvoirs publics le droit d'ingérence dans l'économie privée, qui permettrait d'aller récupérer l'argent public qu'on a donné à tous les groupes industriels pour permettre à la production de continuer. Et pour toutes les autres boîtes où c'est pas possible, parce qu'on a quand même la tête sur les épaules, c'est vrai qu'il y a des petites boîtes qui se font bouffer par d'autres, ça existe aussi, qui se font bouffer par les lois de la concurrence. Nous, on dit, quoi qu'il en soit, c'est aux travailleurs de payer la facture de tout ça. Et là, on propose, nous, une nouvelle branche de la Sécu qui interdirait la rupture du contrat de travail, qui permettrait aux travailleurs de garder la même rémunération, la même qualification, avec donc un financement, un fonds, mutualisé 100% par le patronat. Et là, c'est peut-être une divergence avec d'autres sur ce qu'on appelle la sécurité sociale professionnelle. Voilà. C'est que nous, il faut que ça soit payé 100% par les patrons, 100% par les tauliers, c'est-à-dire que les fonds d'investissement, les fonds de pension qui viennent, il faut qu'ils raquent à un moment donné, il n'y a pas de raison qu'ils déboulent sans qu'on leur demande quoi que ce soit. La question de la répartition des richesses, pour conclure, ça veut dire concrètement que nous, quand on nous dit comment vous faites pour proposer tout ce que vous préconisez, votre plan d'urgence pour les salaires, pour la protection sociale, pour les retraites à 60 ans et compagnie, nous on dit c'est pas compliqué, on fait exactement comme a fait le patronat pendant plus de 30 ans, mais on le fait à l'envers. Le patronat, comment il a fait pour s'enrichir depuis plus de 30 ans, il a été subventionné par l'argent de nos impôts. Donc, vous avez vu le Figaro, qui n'est pas classé à gauche, a quand même dit 65 milliards d'aides publiques en 2005, quand même pas rien. Et il l'a fait en étant de moins en moins taxé sur ses profits qui sont de plus en plus importants. Et les profits ne tombent pas du ciel. On le sait, derrière, il y a de la sueur, il y a de l'exploitation, il y a des maladies professionnelles, il y a des licenciements. Donc nous, on dit pour financer tout ce qu'on propose, on propose de taxer lourdement les profits et d'arrêter de subventionner le grand patronat pour satisfaire toutes les mesures sociales qu'on préconise. Et comme on s'est un peu pris la tête, je termine là-dessus, à cette fois-ci chercher un petit peu les sources de financement et voir où est l'argent, je vous assure que quand vous regardez, même pas de près, ce qu'il y a dans le budget de l'État, ce qu'il y a en termes de richesse dans ce pays, vous vous rendez compte que finalement cette élection est en train de se dérouler sous l'ère du plus grand bluff. Il n'y a jamais eu autant de richesse en France qu'en ce moment, et la répartition de cette richesse n'a jamais été aussi inégalitaire qu'en ce moment. Et on est en train de nous intoxiquer sur absolument tous les sujets. Les retraites, c'est qu'un problème démographique, à les écouter, sauf que c'est d'abord un problème de répartition des richesses, puisqu'on pourrait financer un système de retraite à 37 annuités et demie pour tous. Idem sur la Sécu, idem sur tous les sujets qui en découlent. Le plus, je dirais, le plus scandaleux, c'est peut-être ce qu'on nous sort sur les déficits publics. Vous savez, ils ont même eu l'audace de faire le calcul par tête de pipe. On est responsable chacun de 17 000 € de la dette publique. Alors évidemment, quand tu le rapportes à ta paye, tu te dis bon, putain merde, j'ai dû déconner quelque part. 17 000 €, ça culpabilise tout le monde, c'est fantastique au moment d'une élection. Sauf que voilà, comment se créent les déficits, c'est pas très compliqué. L'argument, là aussi, ça parle à nous, parce que comment on gère notre pognon, nous on dit quand on a un déficit, c'est qu'on dépense de trop. Donc l'État, ça doit être la même chose, sauf que c'est absolument faux. S'il y a un déficit de l'État, c'est pas que l'État dépense de trop, c'est qu'il y a moins de recettes. Les déficits publics depuis 1980, ils n'ont pas bougé, ils sont stables. Ça, c'est les chiffres, tout ce qui est plus officiel. En revanche, les recettes sont passées de 22% du PIB à 18% du PIB. Ça fait 4 points en moins et ça fait beaucoup dans un budget de l'État. Et les recettes, comment on les a perdues? C'est là où c'est fantastique et c'est ce qui permet aux capitalistes de gagner 2 fois. C'est que les capitalistes, ils sont donc moins en moins taxés sur les profits, ça on le sait tous. Donc ça fait un manque à gagner pour l'État. On est d'accord? Donc l'État est endetté. Que fait l'État? L'État emprunte. À qui? Ceux et celles qui ont la moins taxé. C'est-à-dire eux-mêmes. Et c'est comme ça qu'il y a 47 milliards
d'intérêt de la dette chaque année, qui partent non pas pour les générations futures, mais qui partent des plus petits revenus aux plus grands revenus. C'est comme ça que ça s'opère. Et les capitalistes, c'est comme l'auto, ils gagnent en ce moment 2 fois. C'est-à-dire qu'ils sont moins taxés et en plus ils spéculent sur la dette.